Bonjour Biliana, Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Dora. avec grand plaisir. Vous êtes docteur en immunologie, entrepreneur, conférencière, fondatrice de NeuroExcellence. Vous avez commencé à l'Institut Pasteur en tant que chercheuse sur le cancer et vous travaillez depuis des années sur un sujet qui nous concerne tous, comprendre et entraîner notre cerveau pour vivre mieux, mieux décider et mieux performer. Dans votre livre NeuroExcellence, j'ai noté plusieurs choses très surprenantes sur le cerveau que nous allons évoquer si vous le voulez bien. Tout d'abord, pour commencer simplement, qui êtes-vous aujourd'hui et quel a été votre chemin jusqu'aux neurosciences? Ah là là, le chemin était long et surtout pas conventionnel comme je l'attendais. Moi, j'ai commencé avec des études en pensant vraiment que j'allais rester dans la recherche classique. Donc, j'ai commencé avec mes études, j'ai fait un doctorat. Jusqu'à là, ma vie paraissait tout à fait normale. Mes parents étaient contents, j'avais l'air de continuer sur le chemin classique. Et c'est en commençant mon post-doctorat, j'étais à l'Institut Pasteur, où je me suis découverte une vraie passion pour un sujet qui n'était pas vraiment le sujet de ma recherche. Donc à ce moment-là, je faisais des recherches sur les thérapies contre les cancers Mhm. à l'Institut Pasteur. On s'intéressait aussi à l'allergie. Et d'un coup, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse moi personnellement le plus dans les découvertes, c'est comment fonctionne notre cerveau. Comment ça se fait qu'on a tous logiquement le même cerveau, on ne produit pas tous les mêmes résultats, on ne vit pas tous de la même manière. La majorité des gens cherchent encore à ce que c'est le bonheur, l'épanouissement, la joie. Elle nous échappe alors que ça a l'air d'être notre état naturel. Ça m'échappait à moi à ce moment-là. Donc, si tu veux, la recherche, elle a commencé vraiment par mon propre questionnement sur ma propre vie, de me dire, mais avec un doctorat, avec une réussite professionnelle au sein de la recherche, je me sens pas épanouie, je me sens pas avoir trouvé vraiment pourquoi j'étais là. Vraiment cette force qui me donne l'énergie tout au long de la journée de rester engagée dans ce que je faisais. Et si tu veux, ça a commencé par, des petits questionnements. Je commençais à regarder un peu la littérature sur le cerveau. Après, je me suis dit: Tu es quand même bien situé, tu as tous les chercheurs autour de toi, ça serait bien que tu les questionnes eux aussi, ce qu'ils pensent de ces sujets, ce qu'ils connaissent sur les découvertes, ceux qui sont spécialisés sur le cerveau, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau? Donc tout a commencé comme ça, tranquillement, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'on pouvait participer dans des études cliniques. Et c'est là où, je me suis ouverte une porte que j'ai jamais pu renfermer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à aller dans des scanners IRM, j'ai fait des électroencéphalographies, des magnétoencéphalographies. Pour tout dire, je suis même allée jusqu'à tester des médicaments. Ouais. On va en parler. On se garde ça pour plus tard. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe dans nos cerveaux quand on les perturbe un petit peu, comment on mobilise des ressources. Et donc petit à petit, j'ai commencé à questionner, à tester des choses sur moi. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on pouvait beaucoup modifier, notre manière de réfléchir, qu'on pouvait développer des compétences, un peu comme les muscles qu'on développe dans la salle de sport. Et puis j'ai vu des effets sur moi-même Mmh. et à partir de là, je me suis dit: «Bah, on ne peut pas garder ça pour soi, je me dois de le partager avec, d'autres personnes». Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je partage ça au niveau des conférences que je donne en entreprise principalement. Hem, il y a mon livre que j'ai publié, je me suis Intéressant. je me suis poussée à le publier parce qu'à un moment donné, si tu veux, j'avais tellement de connaissances et tellement de choses que je me disais: «Il va falloir que je les Il faut partage l'écrire, sous une ouais. forme où les gens peuvent y accéder à tout instant». Et donc voilà, aujourd'hui, principalement des conférences, je cherche toute opportunité pour vraiment partager ce qui est D'accord. possible pour nous et voilà, aider les gens à devenir plus curieux et à s'approprier 2-3 outils qui vont leur permettre vraiment de faire l'expérience augmentée de soi. Super. On va reprendre depuis le début, au niveau du cerveau. Si vous deviez expliquer le cerveau en quelques grandes zones, lesquelles choisiriez-vous et pourquoi? Je choisirais 2 zones, le cortex préfrontal et l'amygdale. Alors attention, quand je dis l'amygdale, souvent les gens pensent aux Mmh. amygdales. C'est juste dans le langage français, on a le même mot, mais c'est pas du tout, la même chose. Donc pour, préciser, tout le monde a son amygdale du cerveau, personne s'est fait enlever son amygdale. Par contre, les organes inflammatoires, les amygdales, ça, il y a des gens qui n'en ont pas. Alors pour revenir au cerveau, cortex préfrontal, c'est notre partie, logique, rationnelle, stratégique qui, peut, créer des stratégies, trouver des solutions. L'amygdale, c'est une structure un peu
plus primitive, primaire, qui, elle est constamment en train de scanner l'environnement pour des dangers, des menaces, mais aussi des nouveautés. C'est le mode survie. Et elle active exactement, dès qu'il y a quelque chose, elle active le mode survie, donc souvent la peur, Mmh. qui va signaler à tout le cerveau, attention, il y a un danger ou il y a une nouveauté, on ne peut pas prédire comment ça va se dérouler. Et lorsque l'amygdale s'active, elle fait une forme d'alarme incendie dans tout le cerveau, ce qui nous limite. Du coup, on n'a plus accès aux autres zones. C'est le moment où, tu sais, on est un peu débile, on commence à dire des choses qu'on va ensuite regretter, on va pas pouvoir nettoyer plus tard. Euh, et donc, l'amygdale et le cortex préfrontal sont deux parties de nous. Pour moi, il faut apprendre vraiment à trouver la bonne danse entre les deux, la bonne alliance entre ces deux parties de nous, pour qu'on puisse à la fois utiliser nos réflexes, nos intuitions, nos ressentis un peu plus profondes, qui sont le langage de l'inconscient. On ira plus loin sur la question. Et à la fois la partie plus rationnelle qui nous permet d'organiser tout ça, le structurer et trouver la direction, le chemin, la stratégie. Donc d'être à la fois dans ces deux dimensions de nous et Un d'utiliser toutes les équilibre. ressources. Voilà. D'accord. Justement, vous parliez de l'inconscient. Vous expliquez dans votre livre qu'on peut traiter environ 1,2 million par D'informations. seconde, Mhm. justement, de pensées et d'informations, contre seulement 40 pour le conscient. Expliquez-nous. C'est quand même- Euh, c'est une information vraiment qui est importante à comprendre. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pour placer un peu les fondations de la compréhension. Dans nos cerveaux, il y a deux modes de fonctionnement. Un mode conscient, donc le mode qui est minoritaire, on peut dire 5%. C'est des estimations pas assez précises, mais en tout cas, c'est 5 ou moins pour cent de conscience, contre 95% d'inconscient. Donc la majorité de nos processus, la majorité de nos actions, de nos décisions, malheureusement ou heureusement, ça passe en mode inconscient. D'accord. D'où le fait que des fois, on se retrouve dans des situations, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi je fais toujours la même chose? Donc la majorité de notre fonctionnement est basée sur des automatismes inconscients qui coûtent moins d'énergie, donc c'est nécessaire, mais qui par conséquent sont donc une dimension de nous qui est un peu plus difficile à s'approprier et à changer. Et la plupart du temps, quand on parle de changement, on a besoin d'aller dans cette dimension de nous, de pouvoir faire des modifications et voilà, pouvoir changer en profondeur. Pour revenir à cette différence que tu as évoquée, donc ça montre bien que le conscient, il est moins puissant en termes d'analyse d'informations, donc 40 informations, c'est-à-dire que très rapidement, je vais être saturé. Si tu me demandes de retenir 10 objets ici, tu m'as déjà perdu et je vais tourner sur les 10 objets, donc je peux faire rien d'autre. Donc ça, c'est la partie consciente de nous. Par contre, elle est très précise, énergivore, précise, mais du coup, peu d'informations dedans. La partie inconsciente, c'est on est là, ça fait quelques minutes qu'on est là. Inconsciemment, on a des informations qu'on a prises à l'intérieur de nous que si je te demande pas, tu vas pas conscientiser, mais si je te demande, tu as déjà vu ce qu'il y a sur le mur derrière moi, tu as déjà une idée des objets, tu as une idée de l'ambiance, tu as des ressentis par rapport à comment on se sent, la température Mhm. émotionnellement. Donc, toutes ces informations, elles sont nombreuses et c'est ton inconscient qui les a analysées et qui te permet de t'ajuster d'une manière complexe, donc de s'adapter de manière complexe à l'environnement. Donc, une dimension de nous très, très puissante. Lorsqu'on apprend à l'utiliser, elle nous permet d'aller à des idées très intuitives, créatives. Donc, c'est intéressant de Mhm. creuser là-dedans. Et c'est aussi la partie qui sauvegarde nos automatismes. Donc, pareil, c'est intéressant de creuser dedans Bien sûr. pour qu'on devienne notre propre guide interne pour ces changements qu'on a besoin de faire au niveau plus profond. Justement, comment on peut utiliser ces données inconscientes pour résoudre des problèmes complexes? Alors, comment rendre la question encore plus précise? Essayons. Est-ce que tu as une idée d'une situation précise? Par exemple, on Situation complexe. réfléchit pendant Mhm, longtemps à tel ou tel problème. mhm. On travaille dessus pendant 15 minutes. 4 heures plus tard, on est sous la douche, on a la réponse. Eh ben, exactement. Là, tu as donné, à la fois, tu as posé la question, à la fois, il y a la J'ai réponse eu qui est voilà, la dedans. réponse. Euh, alors, l'inconscient, justement, c'est une partie de nous, elle n'est pas séparée de nous. Tu vois, les gens, des fois, ils se disent, oh, il n'y a que les hypnothérapeutes qui peuvent y accéder. En réalité, pour les scientifiques, c'est très difficile de séparer conscient et inconscient parce que constamment, elles interagissent. Ces deux Mhm. parties de nous interagissent. Nous, notre rôle, c'est d'apprendre à
utiliser, puiser les ressources du conscient et aller utiliser ensuite l'inconscient pour qu'il aille faire une analyse plus globale pour justement quand on est face à une problématique. Pour donner un exemple, au début, quand je commençais à donner des ateliers, très souvent, les premières questions, c'était choix du sujet. Ok, sur quoi je donne l'atelier. Ensuite, c'était choix du contenu. Alors, comment choisir les différentes parties. Et c'est complexe parce que si tu essayes de faire tout ça avec la partie logique, analytique, déjà on se perd, on peut rentrer trop dans les détails, on n'arrive pas à vraiment sentir ce qui est juste pour un public. Et c'est complexe aussi parce que notre public il est très divers, donc il y a tout type de besoins dedans. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, l'objectif, c'est de trouver le titre de mon prochain atelier. Et je fermais les yeux. Alors, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est la méditation. Donc, ça fait maintenant 8 ans ou 9 ans que j'ai découvert la méditation. Et j'ai découvert à quel point On va y revenir. elle nous aidait. Et donc, moi, pour résoudre des problèmes complexes en sollicitant l'inconscient, j'envoie la demande, je ferme les yeux, euh, sans chercher à tout prix à avoir la réponse. Ça, c'est super important et c'est là le vrai paradoxe et la complexité de l'accès à l'inconscient. C'est que je demande, mais à la fois je suis gentille, douce, je le laisse travailler pour moi, tout en étant confiante que de toute manière, il travaille tout le temps, il inclut la nuit, ça on le sait. Donc je le laisse travailler et moi je rentre dans une posture d'observatrice et j'attends des réponses, des images, des flashs, des ressentis. Je suis à la collecte de tout ce qui peut venir du monde de mon monde intérieur, tout type d'idée qui a un lien avec ce que j'ai demandé, pour que je puisse la retenir et la ressortir ensuite dans la conscience. Je dis ça parce que des fois, quand on médite, on a des super idées. Si on ne les note pas, ça repart dans l'inconscient. C'est un peu, elle remonte et puis ça glisse et puis ça repart dans l'inconscient. Donc, on a besoin d'aller les chercher de nouveau. Donc, souvent, c'est bien d'avoir un carnet de notes et d'aller récupérer les idées. J'ai dit méditation, mais j'imagine que parmi les spectateurs, il y en a certains qui, la méditation, c'est pas leur outil à eux. Tu l'as mentionné, la douche, c'est pareil, c'est l'état dans lequel on laisse notre esprit se détendre, vagabonder, se balader, aller sur d'autres choses. Et c'est là où on peut avoir des flashs. Par contre, il faut qu'on reste un peu vigilant de ce qui sort du monde intérieur. De la même manière, se balader dans la nature, aller courir. Des fois, c'est même placer le regard sur le mur de manière fixe. Ça nous fait rentrer dans cet état un peu méditatif, un peu somnolent. Ou des fois, c'est juste attendre, aller se coucher. Cet état méditatif, naturellement, apparaît chez chacun de nous juste avant de s'endormir. Ce que vous écrivez dans votre livre, justement, et qu'il faut Exactement. noter tout de suite, parce que ça arrive très vite, mais ça repart également très vite. Exactement. Tu sais, c'est le moment... Pardon, tu me vois, je te tutoie. Ouais, C'est le moment où on se couche le soir et si tu as eu un examen dans la journée, c'est là où tu trouves la réponse. Tu te dis, mince, pourquoi c'est pas venu plus tôt? Donc, c'est toute la magie d'apprendre à se maîtriser, c'est d'apprendre à rentrer dans ces états lorsqu'on en a besoin. Tu vois, de ne pas attendre le soir, mais le moment de l'examen, quand ton cerveau il est en train de ramer, de chercher la réponse et il ne trouve pas, c'est là où on a besoin d'apprendre à rentrer dans cet état un peu, si je ferme les yeux, je me détends et je laisse des choses venir, tout en retrouvant un état de confiance, parce que c'est là où, dans l'examen, on est un peu sous la peur et le Mm. stress et on se dit, je ne vais pas y arriver. Et c'est apprendre à lâcher cet état, arriver à une forme de neutralité, vraiment détente pendant quelques secondes, et ça fait ressortir des réponses de nous. Bon, si on n'arrive pas à le faire lors de l'examen, souvent c'est le soir, ou souvent c'est le lendemain matin, on se lève, et puis d'un coup, l'idée est Eureka. là. Et là, tu te dis, ah, 24 heures plus tard. Voilà, c'est vraiment, je pense que la maîtrise de soi, c'est une question de bon timing et de bons outils pour que je sache accéder à ces parties de moi qui peuvent m'aider à performer. D'accord, c'est plus clair. Donc là, on parle du cerveau. Oui. Mais on a un deuxième cerveau, justement, qui se situe dans le ventre. Vous parlez Mhm. du rôle du microbiote et qui agit sur nos comportements et nos émotions. C'est-à-dire. Alors, je vais t'amener avec moi la première fois où j'ai entendu parler du microbiote. Je sais pas quelle année c'était. Et j'ai été surprise parce que moi, je l'ai vu dans un documentaire et en fait, c'était une personne avec laquelle j'avais travaillé pendant un stage, un master. J'avais travaillé dans leur laboratoire et là, dans le documentaire, je vois mon ancien chef présenter une étude qui était juste bluffante. Il racontait donc, étude faite chez la souris. Et il faut savoir que quand on est en laboratoire, il y a deux types de souris majoritairement utilisées en laboratoire.
les souris noires, qui sont une souche un peu plus proche de l'état sauvage de la souris. Donc, c'est une souris qui stresse plus vite et qui est un peu plus agressive dans son tempérament naturel. Et puis, on a des souris blanches qui sont des souris un peu plus dociles. Il y a vraiment des traits de caractère de cette souche qui fait qu'elles sont un peu plus. Elles ont peur, mais elles n'attaquent pas quand elles ont peur. Elles sont plutôt en mode doux. Et ce qu'ils avaient fait dans cette étude, c'est qu'ils avaient échangé le microbiote de ces deux souches et ils se sont intéressés au comportement de ces deux types de souris après l'échange. Et ce qu'ils constatent, c'est que du côté des souris noires, l'agressivité, l'agressivité baisse lorsqu'on a un microbiote de souris blanche. Côté souris blanche, avec un microbiote de souris noire, ça augmente l'agressivité du caractère de la Inversement. souris. Donc là, tu te dis, waouh! Donc microbiote, c'est les bactéries qui sont situées dans nos intestins. Donc ces bactéries ont un pouvoir sur nous, sur notre corps. Donc ces bactéries sont là, mais voilà, c'est des cellules qui ne font pas partie directement de notre corps, qui interagissent avec notre corps, mais qui vont déterminer comment on se sent, comment on réfléchit, clarté de l'esprit, caractère, émotion. Ça va agir sur plein, plein de paramètres chez nous. Donc, quand on a vu ça, c'est la question de se poser, c'est comment je m'occupe de mon microbiote, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes performances. Et c'est là où on rentre plus dans une dimension. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste là-dedans, mais dès qu'on commence à s'intéresser aux aliments qui nous permettent de produire des souches de bactéries intestinales qui sont plus euh, euh, propices à la performance, donc là, on commence à travailler directement sur nos performances cognitives en changeant le mode alimentaire, euh, voilà ce qu'on consomme à ce niveau-là et comment on se comporte. Et puis, il y a tout ce qui est aujourd'hui, on peut aussi prendre des bactéries Mm. en termes de supplémentation pour commencer à aider un petit peu ce microbiote. Mais n'empêche, la source principale, ça reste quand même l'alimentation. D'accord, très bien. Et, voilà. Je vais revenir sur la méditation Mhm. et vous expliquer que 13 minutes par jour peuvent déjà modifier le cerveau. Alors, quand j'ai vu cette étude, pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée pour toute personne qui s'intéresse à la méditation et qui se dit, mince, j'ai essayé, ça marche pas pour moi. Pour moi, ça ouvre vraiment, c'est un vrai espoir de se dire, c'est pas complexe et c'est accessible à tout le monde. Et il suffit d'une chose toute simple. Je prends un timer, je le mets à 13 minutes. Dans l'étude, il disait au bout de 2 mois, on peut observer des différences structurelles en faisant 13 minutes de méditation par jour. Donc, on prend un timer, on le met à 13 minutes, on ferme les yeux et la seule chose qu'on a à faire, c'est pas de ne pas chercher à penser. La plupart des gens, ils se disent mince, ça y est, j'ai trop de pensées, mince, c'est difficile, j'arrive pas à me focaliser. La méditation, c'est un exercice de musculation du focus. C'est-à-dire que le but n'étant pas de rester focus tout le temps, personne ne peut rester focus tout le temps en mode je suis focus, je suis focus. C'est comme un muscle, tu peux pas l'avoir serré pendant 1 heure, ça fatigue un muscle, donc il faut le serrer, desserrer. La force du focus, c'est en fait votre capacité d'aller replacer le focus, déjà de se rendre compte quand il est plus là. Ça, c'est la première partie du muscle, c'est ah, je suis distrait. Et la deuxième partie, c'est tranquillement, je replace mon focus là où je voulais qu'il soit. Plein de types de méditation. Moi, personnellement, je pratique la méditation du cœur. Sous-entendu, à chaque fois, je replace l'attention sur le cœur. Des gens qui méditent sur la respiration, ils replacent l'attention sur la respiration. Des gens qui méditent sur, ça peut être un objet externe aussi, ils replacent l'attention dessus. Donc c'est vraiment à chaque fois quand mon attention s'éloigne, je la replace. Et en fait, c'est dans cette musculation du focus que j'apprends à mon focus de me suivre. D'accord. Là, je vais aller à un niveau plus élevé dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi démarre par la compréhension que nous ne sommes pas le cerveau, nous sommes la conscience qui peut observer le cerveau et qui, du coup, peut le maîtriser, peut le diriger. En science, on va appeler ça la métacognition, donc c'est la pensée qui observe la pensée. Euh, dans le langage un peu plus courant, on va parler de conscience, mais là, pour éviter les confusions entre conscient, inconscient, conscience, donc gardons métacognition. Donc métacognition, c'est ma capacité de m'observer, d'observer mes pensées, mes sensations physiologiques et mes émotions. Quand je prends cette position, je suis le leader de moi-même, je suis le chef, la chef dans mon cas. Et donc à partir de là, je peux voir ce que mon cerveau produit. Donc mon cerveau, c'est une équipe qui travaille pour moi.
et je peux voir ce que ça crée par la suite dans mes émotions et dans mes actions. Si l'action finale ne me satisfait pas, ben, je reviens sur les deux différentes instances pour produire une différence pour que mon action finale, donc le résultat que je cherche, change. Moi, à l'époque, j'étais extrêmement timide. C'était un peu la douleur personnelle qui m'a poussée à étudier autant le cerveau. C'est de me dire, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de là ou est-ce que toute ma vie, je serais comme ça? Si tu veux, c'était difficile. Je me suis dit, je m'imagine pas encore. J'avais 30 ans. Je me suis dit, mais si j'ai encore 60 ans de vie, imaginons que j'ai 2 fois plus de ça, je veux pas de ça. Je peux pas m'imaginer. Et donc, c'était la première chose à comprendre, c'était de me rendre compte que je ne suis pas les pensées qui racontent parfois des choses, mais vraiment qui sont nocives pour nous et néfastes pour Rappelez-nous la combien de pensées négatives performance. on a par rapport aux pensées positives qu'on a dans la journée, Et on est en biaisé vers la pourcentage. négativité. Ouais. 60 à 70% de négativité. Donc, si on croit qu'on est notre cerveau, si on croit qu'on est nos pensées, on souffre. C'est obligatoire. Parce qu'il y a tellement de pensées qui nous font mal que. Et donc, la première des choses, c'est je m'éloigne de mes pensées, je commence à observer quel est le pourcentage de pensées que mon cerveau produit qui sont utiles pour moi et pour ce que je veux faire et quelles sont les pensées qui ne me servent pas. Donc, je commence à me détacher de plus en plus. Et là, la méditation, elle est un vrai outil de me permettre de voir que, puisque je suis la personne qui dirige mon focus, mais je suis aussi la personne qui observe mes pensées. La méditation, c'est vraiment cet espace qui nous permet de s'entraîner à redevenir le chef de nous-mêmes. Et ça, j'adore parce que c'est une vraie posture de maîtrise de soi. C'est, OK, comme je sais que j'ai pas à subir ce que ma psyché a construit dans mon histoire personnelle, donc dès que je prends cette position, il y a plein de portes qui s'ouvrent et qui deviennent possibles. Et pour moi, c'est là où on commence à ouvrir les yeux et se dire, en fait, je me conforme à une petite personne alors que il y a tellement de grandeur à l'intérieur de moi que ne pas explorer cette grandeur, c'est gaspiller sa vie. Justement, au sujet de la neuroplasticité, Mhm. jusqu'où on peut modifier son cerveau Il y a la théorie et la pratique. et sa personnalité? Mon propre exemple, et souvent je démarre par moi-même pour dire aux gens, regardez où est-ce que j'étais. Alors ceux qui m'ont connu dans ma période où j'étais extrêmement timide, qui me voyaient, alors juste pour te donner des exemples, plein d'exemples, déjà à l'université, je levais pas la main en classe, parler avec des gens dès qu'il y a plus d'une personne, c'était très complexe pour moi. Et ça devenait de pire en pire avec les années, jusqu'à ce que je me retrouve à vivre un contexte, un contraste énorme. Dans la journée, je suis entourée par les meilleurs, les plus grands intellects du monde à l'Institut Pasteur, les cerveaux voilà, qui réfléchissent sur les questions les plus complexes du monde. Le soir, je pars à la boulangerie juste pour demander ma baguette. Il me faut une préparation mentale. Et t'imagines et ce contraste-là, je me disais, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Mais mon cerveau, il est cassé, mais ça fonctionne pas. Et on est parti de là, et aujourd'hui, je donne des conférences. Donc, le cerveau est super plastique. Il peut, en réalité, pour notre cerveau, en théorie, tout est possible, parce que la réussite, c'est une question d'apprentissage. Tout ce que je peux apprendre, je peux le réussir. Et en théorie, notre cerveau peut tout apprendre. À condition d'avoir les bonnes stratégies, bien sûr, hein, parce qu'il faut trouver la stratégie qui nous permet de nous Et améliorer qui marche sur la constamment. personne. Voilà, qui nous permet à réduire le temps d'apprentissage, parce que des fois, oui, on peut tout apprendre, mais il nous faudra 50 vies pour apprendre ce qu'on veut. Donc, bonne stratégie pour réduire le temps d'apprentissage. En théorie, donc, on peut tout apprendre. Dans la pratique, là où il y a peut-être une dimension plus déterministe qui, je ne sais pas expliquer scientifiquement parlant, en théorie, tout ne nous intéresse pas. Tout ne fait pas sens pour nous, et un changement demande du sens. Donc, je ne vais pas apprendre à parler en public si ça ne fait pas sens pour moi de Mmh, faire des conférences. bien sûr. S'il n'y a pas une énergie énorme à l'intérieur de moi, que lorsque j'y pense, ça me donne envie de me dépasser, ça me donne envie de faire l'effort de l'apprentissage. Et donc, en pratique, on change sur les choses qui nous intéressent. Et il y a un autre élément qui bloque les gens souvent, c'est qu'il y a il y a pas mal de gens qui passent leur vie en mode plus proche de l'inconscient. C'est-à-dire qu'ils prennent pas le temps de se connaître et ils ne savent pas ce qui les intéresse vraiment. Mmh. Et si on ne sait pas ce qui nous intéresse vraiment, mais en fait, le changement est super difficile. Parce qu'on va essayer de changer sur des thématiques qui intéressent la société ou nos parents ou les gens qui nous conseillent autour de nous, mais cette énergie va pas se réveiller. Donc, tôt ou tard, je vais lâcher parce que l'effort, souvent l'effort, il est fort quand même. Dans n'importe quel changement, il faut faire beaucoup d'efforts. Et si de l'intérieur de moi, je suis pas connectée à quelque chose de vraiment qui fait un sens profond pour moi, tôt ou tard, je vais abandonner. Et tôt ou tard, je vais me dire, ah, mais tu vois, je réussis pas. Mais en fait, je suis juste pas sur le bon objectif. Et peut-être une des questions les plus complexes à répondre pour chacun de nous, c'est qu'est-ce que je veux?
qu'est-ce que je veux vraiment? Et pas qu'est-ce que je veux dans ce que j'ai appris dans ma tête, qu'est-ce qu'on m'a dit qui était bien à vouloir, mais qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi? Mmh. Et cette question, elle peut demander du temps de recherche, de temps introspection, du temps que je passe à me questionner. Donc il faut de la patience aussi, accepter, passer du temps avec soi, mais vraiment soi et Prendre soi-même. le temps. Et mais si on n'a pas cette première axe, ensuite l'apprentissage et donc la neuroplasticité devient difficile. Parce qu'on va s'éparpiller, on va partir sur plein de choses, on va les apprendre en surface, mais on va jamais rester magnétisé par une chose à la fois. Donc, si on veut plus de neuroplasticité, je dirais commencer par chercher vraiment qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et si je veux apporter un changement, il faut que je le relie à ce sens profond que je veux. Donc, si demain, prenons un objectif sur lequel moi j'ai eu beaucoup du mal au début, euh, je voulais me motiver pour aller courir. Alors, il faut savoir que j'aime pas courir. J'ai pas les muscles qui sont dans l'endurance, donc j'ai plutôt des muscles qui aiment l'explosivité, mais du coup, au bout de 5 minutes, ils sont morts. Et si je veux courir 30 minutes, il me faut vraiment c'est un effort à me dépasser. Et donc, j'étais un peu sur l'objectif au début. Et je me suis dit, allez, on se motive. Et j'ai essayé de me motiver sur le côté santé. Bon, quand on est jeune et qu'on n'a pas particulièrement des problèmes de santé, on n'est pas profondément concerné par la question. Donc, ça n'a pas tenu longtemps. J'ai essayé de connecter sur un objectif de beauté en me disant, OK, ben, le côté esthétique, avoir je sais pas, changer de vêtements, me sentir mieux dans mes vêtements. Mais je pense que profondément, je ne me trouvais pas si moche que ça. Donc, du coup, l'objectif, il n'était pas si brûlant que ça. La motivation, elle n'était pas forte. Pareil, ça a duré 3 jours et j'abandonnais. Et le jour où j'ai réussi vraiment à faire marcher cet objectif sur plusieurs semaines, voire des mois, je pense que j'ai couru pendant des mois, euh, c'était j'ai trouvé une valeur. Je suis partie à l'inverse. Je me suis dit, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi? Justement. Pour toi, Biliane, pas pour les gens. Pour lutter contre la procrastination, parce que je pense que c'est là où tu vas Mhm. arriver. Comment utiliser la douleur ou l'aversion à la perte comme source de motivation? Alors, les deux sont reliés. Là, ce que je voulais expliquer avec la motivation profonde, souvent notre motivation profonde vient de notre douleur profonde. Donc, je vais connecter les deux, comme ça tu vas voir l'histoire et je vais la connecter à ta question. Euh, Ce que j'ai trouvé comme source de motivation pour moi, c'était la connexion aux autres. Une valeur profonde que j'ai toujours eue et qui a énormément souffert de ma timidité. Donc imagine 30 ans de timidité de ma vie, ce qui me nourrissait le plus, la connexion aux autres, j'y arrivais pas. J'étais un échec total. Et donc à chaque fois, douleur, honte de ne pas pouvoir connecter aux autres. Et donc aujourd'hui, dès que je nourris cette valeur de connexion aux autres, une énorme énergie. Dès que je suis dans un événement et que je commence à trouver des belles connexions, énorme énergie. Et donc, pour revenir à la course à pied, je me suis dit connexion aux autres. Je me suis dit, mais quand tu cours, tu cours seul. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait courir et parler en même temps, donc je ne peux pas connecter avec une amie en même temps. Et j'ai trouvé l'idée de courir en connectant avec les inconnus. D'accord. Et je me suis dit, bah, comment on peut faire ça? Bah, on peut. Je commence à courir et je me dis, premièrement, je vais essayer de voir si ça connecte au niveau du regard. Est-ce que j'arrive à collecter des regards? Juste, tu vois, tu cours et tu dis, tiens, avec les inconnus, est-ce que je peux avoir des connexions avec les yeux? Et je commence à faire ça et d'un coup, je me retrouve, il y en a pas plein. À Paris, la plupart des gens, ils regardent dans leurs pieds pour ne pas marcher Ouais, sur, ils tu regardent vois? pas, ils sont jaloux. Mais là, d'un coup, je me retrouve avec deux trois connexions comme ça avec les yeux et à chaque fois, je connecte avec les yeux, de l'énergie. Après, je me suis dit: «Tiens, je vais élaborer ma stratégie». Donc ça a marché pendant quelques sessions de course à pied et puis je commençais à me sentir vraiment rechargée. Ça devenait un jeu, je commençais à rigoler pendant ma course à pied et donc je me suis dit: «Tiens, je vais connecter avec les gens avec un sourire». Et donc là, je cours, je connecte avec les yeux, je souris et dès que la personne me revient avec un sourire, une énorme énergie. Et j'ai fait ça, mais je peux te dire, à un moment donné, je me rendais même pas compte que j'étais en train de courir 30, 40 minutes, alors qu'au début, 5 minutes, c'était dur. Mais juste pour te donner l'exemple que dès qu'on touche à une valeur profonde pour nous, on apprend à mobiliser l'énergie qui est nécessaire pour l'effort qu'on se demande à faire. Si on n'a pas ce point d'appui, on n'a pas l'énergie, on va pas faire l'effort. Et là, procrastination ou tout ce que tu veux, là, ça rentre dans un cercle vicieux où je vais me dire, ah mais tu vois, je suis quelqu'un qui procrastine, ah mais je me motive jamais. Et donc là, je commence à me construire une identité mauvaise sur moi. Et là,
je m'enferme toute seule dans un piège. Tu vois, je me crée mon piège, je m'enferme toute seule. Alors que tout simplement, la vraie question, c'est, en fait, c'est quoi qui est important à mes yeux et connecter ça avec l'objectif que j'ai à faire. Si j'ai quelque chose de type apprendre quelque chose, il va falloir pareil que je le connecte Mm. à quelque chose qui a du sens pour moi. Est-ce que c'est la contribution que je ferai un jour? Est-ce que c'est une vidéo que je vais partager avec des gens? Mais il faut qu'il y ait une vraie source de motivation à un endroit pour que je crée de l'énergie. D'accord. On va parler de vos expériences. Vous avez fait plus de 100 expériences cliniques et études. Mhm. Laquelle vous a le plus marqué? C'est une question compliquée pour moi parce qu'il y en a eu plein Justement. et il y en a plusieurs qui sont vraiment pertinentes et qui étaient chouettes. Mais si tu veux, la première qui me vient spontanément, j'ai envie de partir sur l'étude où j'ai accepté de recevoir de la kétamine. Est-ce que tu connais la molécule De kétamine? nom. De non. Ok, j'explique pour nos spectateurs aussi. La kétamine à forte dose, c'est un anesthésiant général. Donc, si on nous l'injecte à forte dose, on dort. Donc, il y a pas de la conscience, elle n'est pas là. On est inconscient et donc on peut faire des chirurgies à forte dose. Kétamine est actuellement utilisée chez les animaux. Je pense pas que chez l'homme elle est utilisée. Mais si tu veux, quand je travaillais sur l'animal, en laboratoire, on utilisait la kétamine. Et moi, quand j'ai vu cette étude, une première curiosité, c'était de me dire, tiens, j'ai envie de savoir ce que mes animaux ont vécu avec cette molécule et comment elle est. Et dans l'étude, la différence, c'était qu'on injectait une kétamine à faible dose. C'était une étude qui porte sur l'étude sur les changements de perception. Mhm. Changement de perception à l'extrême, ça donne des psychoses. Et donc là, avec la kétamine, ils cherchaient à induire ces changements de perception pour voir qu'est-ce qui se passe, les étudier, tu vois, pour voir est-ce que c'est les couleurs qui changent, est-ce que c'est les... Bref, donc ça, c'était l'intention de l'étude. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette étude, c'est j'ai eu presque l'impression de visiter mon inconscient en ayant perturbé le conscient. Comme c'est une molécule qui perturbe les connexions à longue distance, donc le chef d'orchestre, la conscience, qui synchronise tous nos processus et qui sort, comment dire, qui sort l'information principale, l'objectif principal pour nous, elle était perturbée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On démarre l'étude, avant même de savoir si c'est du placebo ou la molécule. On vient me voir avec un questionnaire, comme dans chaque étude, il y a des questionnaires avant et pendant. Et il me pose la question. Une des questions était vraiment une question qui m'a choquée, pour être sincère. Il me demande, alors, là, actuellement, combien de personnes êtes-vous? Je regarde la question, je relis, je me dis, est-ce que c'est mon français? Est-ce que c'est... Attends, je relis. Je dis, vous voulez dire quoi par cette question? Ils disent, non, mais ne réfléchissez pas trop, répondez juste comme vous la comprenez. Et donc, je dis, bah, une personne. Et je rigole, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendaient de moi? Et donc là, perfusion, quelques minutes plus tard, je me rends compte que potentiellement je suis sous kétamine et c'est pas le placebo. Parce que dès que je m'assois sur la chaise, j'ai l'impression d'être sur une moto. Je me dis, ouais, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Et quelques minutes plus tard, 20-30 minutes plus tard, ils arrivent avec le même questionnaire. Et, et c'est là où je lis la question. Je me dis, elle fait sens. Et au moment où je lis la question, je me dis, attendez, je vais pas prêter attention, mais attendez que je regarde. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir des parties de moi éparpillées. Tu vois, c'est comme la conscience, elle était plus un seul personnage. Je voyais une partie de moi qui observe l'étude et qui rigole, qui trouve ça drôle parce que je vois que j'ai des perceptions qui sont un peu changées. Le bureau, il est un peu incliné, alors que je sais logiquement qu'il ne l'est pas. J'ai une partie de moi qui est un peu inquiète et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe? Une partie de moi qui est en mode on a un truc à faire, fais-le. On te demande, parce qu'on est devant un écran, on fait une tâche. Fais juste la tâche, reste focus là-dessus. Et puis il y avait une quatrième partie de moi qui était un peu plus en mode analytique. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. À l'intérieur de nous, à tout instant, on est rempli de paradoxes, on est rempli de choses opposées. Tu vois, il y a la partie qui rigole, l'autre qui trouve ça pas du tout drôle. On a des parties comme ça de nous qui sont constamment en opposition et que notre conscience cherche à synchroniser pour nous sortir la décision du moment ou pour sortir l'identité du moment. Mais en réalité, on est des êtres beaucoup plus complexes. Et en réalité, si tu veux,
s'augmenter soi, ça veut dire pouvoir accéder à ces différentes parties, qui chacune de ces parties est utile à un instant donné, dans un contexte donné. Et souvent, quand on est bloqué dans un problème ou quand on n'a pas la solution, c'est on est trop attaché à une partie de nous, à une facette de nous. Et juste utiliser l'opposé, des fois, ça peut débloquer la problématique. Moi, dans mes approches, j'utilise beaucoup. Il y a une approche qui s'appelle DISC pour les 4 différents types de personnalités, qui essaye de identifier quelle est notre tendance prédominante, mais qui aussi nous dit que à l'intérieur de chacun de nous, il y a ces 4 dimensions. C'est vraiment comme 4 dimensions qui sont à l'intérieur de chacun de nous. On a une facilité d'accès souvent à une des 4, et les 3 autres, c'est les endroits où on peut se déployer, on peut se développer. Donc, si de nature, je suis quelqu'un de très analytique, peut-être apprendre à accéder à ma dimension qui est un peu plus lâcher prise, spontanée, c'est là où je vais m'expandre et c'est là où je vais trouver des solutions dans des problématiques que je vis actuellement. Ou si je suis quelqu'un qui d'habitude est très dans la précaution, qui analyse, qui réfléchit beaucoup avant de passer à l'action, ben peut-être que juste activer ma partie, passage à l'action directe, allez, je décide, je vais droit au but et je fonce. Ben, déjà, rien que d'accéder, et accéder, c'est pas si difficile que ça, c'est le décider et adopter le comportement de cette dimension. Rien que de faire ça, des fois, hop, j'ai plus le problème parce que j'ai adopté le comportement qui va dans la résolution du problème. Donc voilà, c'est vraiment la kétamine, ça m'a ouvert les yeux à notre grandeur, au fait que tout est disponible à l'intérieur de nous et il faut apprendre à aller les piocher, ces ressources, les activer et voilà, les utiliser au quotidien. D'accord. Justement, quel conseil simple tu donnerais à quelqu'un qui veut en fait sortir de son cerveau et qui se sent prisonnier de son cerveau, qui veut en sortir pour se libérer? Euh, alors, première chose, commencer déjà par rien que de conscientiser qu'on est cette présence qui observe le cerveau, donc de commencer à faire de la métacognition, c'est déjà une première porte de liberté. Souvent, la personne qui est bloquée, elle est bloquée par ses pensées négatives ou des modes de pensée qu'elle elle est même pas consciente de la pensée négative. Et là, récemment, j'ai commencé à lire le livre d'un ami à moi, David Perrou, qui décrit une méthode japonaise très simple pour nous aider à reprogrammer nos pensées négatives. Et ça commence par justement se mettre en mode métacognition. 10-15 minutes par jour, je vais noter quelles sont les pensées négatives qui me bloquent. Mais vraiment, je vais les lister, je vais capter c'est quoi les pensées qui ne vont pas dans le sens de ma réussite. Donc, on commence par les conscientiser et les sortir. Je suis plus ces pensées, mais elles sont à l'intérieur de moi, je les vois. Et donc, une fois qu'on a vu le pensée, souvent cette pensée, elle est exagérée, elle est un peu dramatique. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas réelles. Dans sa méthode, la deuxième partie, c'est de reformuler la pensée pour la rapprocher du factuel. Donc, la pensée, si la pensée te dit je suis nul tout le temps, je réussis jamais, c'est plutôt de se dire bah, aujourd'hui, j'ai pas réussi à courir 30 minutes. Ramener vraiment à la réalité dans laquelle la pensée, elle Négative. elle essaye de s'activer, mais elle est juste pas assez précise, donc elle n'est pas assez concrète. Donc, métacognition, c'est pour moi la première porte qui nous permet de se dire ok, j'ai pas à subir mes pensées, je commence à chercher l'outil qui va marcher pour moi, à tester avec si cet outil de noter les pensées, ça vous aide. Mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont parlé du fait qu'ils ont pris le temps de noter des pensées. Ils se rendent compte que déjà la pensée, quand elle revient une troisième fois, tu te dis, mais je te connais déjà, tu vois, je rentre pas dedans, je rentre pas dans l'histoire. La deuxième chose pour moi, et c'est là où moi j'ai beaucoup travaillé sur cet axe, parce que je suis quelqu'un de très cérébral, et quand on est beaucoup dans la tête, on se retrouve beaucoup face à nos peurs et les pensées négatives. Et moi j'ai dû apprendre à sortir de ma tête et d'aller dans la dimension, alors on peut l'appeler un peu plus corporelle, un peu plus des ressentis, un peu plus intuitif, une dimension un peu plus grande de nous, donc la dimension de l'inconscient. Et pour moi, et c'est un entraînement que je continue à faire, là ce qui marche pour moi, c'est la méditation. C'est ce moment-là où ma tête, elle fonctionne toujours, mais je la lâche et je suis à la fois en observation des pensées, à la fois en observation des ressentis et des intuitions qui me viennent. Parce que l'intuition, la créativité, c'est un produit de notre inconscient. Et ça donne des idées. Déjà, ça nous connecte à nos motivations profondes quand on accède à l'inconscient. Ça nous connecte à des idées vraiment originales et voilà, qui sont des fois la solution d'une problématique. Donc, si j'apprends à accéder à mon inconscient,
j'ai déjà une grande porte de sortie de mon problème, tu vois? De ne pas rester bloqué, mais de me dire: «OK, c'est quoi mon ressenti? C'est quoi, qu'est-ce qui me motive le plus? Qu'est-ce que j'ai envie là, aujourd'hui, maintenant? C'est quoi que je veux?» Donc la méditation, moi, j'ai commencé toute seule, mais le moment où vraiment je me suis engagée, c'est que j'ai commencé à méditer en groupe. Donc c'est là où tu rentres dans une pièce, tout le monde médite, tu pas le choix. Tu peux pas parler. Même si tu essayes de sortir, ils t'entendent, donc tu essayes de rester. Donc tu as l'intérêt vraiment de t'engager dans la méditation. Puis la méditation du cœur, elle a une potentialité aussi de t'engager de manière un peu plus. Il y a un formateur en méditation, donc ça aide à aller plus en profondeur. Et pour moi, depuis que je médite, ça m'a permis aussi de, quand je discute avec les gens, d'aller à un niveau un peu plus grand. Pas juste rester sur la question que la personne pose ou la problématique qui la bloque, mais d'aller essayer de ressentir ce qu'il y a derrière cette pensée. Dès qu'on rentre dans les ressentis, là, on commence à utiliser notre inconscient, donc le 1,2 million d'informations par seconde. Et donc là, en quelque sorte, on est amplifié. On est moins précis, donc il faut accepter de ne pas tout comprendre, ne pas tout contrôler, parce que c'est une dimension moins palpable, plus subtile. C'est un peu comme une petite voix qui parle, donc il faut vraiment calmer. Si on a beaucoup de pensées négatives, il faut apprendre à faire abstraction, les traverser, pour qu'on accède à ces signaux subtils. Des fois, pour certaines personnes, ça marche à travers des signaux corporels. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Ou quand je me projette dans un scénario, il y a plus de lumière ou moins de lumière. Donc, l'intuition, elle guide de cette manière très subtile. Et deuxièmement, il faut accepter aussi de se tromper, parce que des fois, elle nous guide, mais on n'a pas trop capté, ou il y a eu encore la pensée de «Ah, j'ai trop envie que ça marche, donc j'ai influencé le cheminement vers mon intuition». Donc c'est un entraînement constant pour que de plus en plus je me connecte à de l'information profonde de moi, une forme de sagesse profonde de moi. Et pour moi, la méditation, c'est un chemin qui nous aide à de plus en plus à aller dans cette dimension de nous et aussi des autres, hein. Parce que quand on médite aussi, on est plus utile pour les autres. Des fois, on arrive à les aider dans leur problématique qu'ils ont analysée de manière consciente. On arrive à les aider à ouvrir la pensée, à aller à un niveau plus profond. Donc voilà, ça marche beaucoup pour D'accord, tout le monde. OK. Quel est le facteur le plus déterminant, selon toi, pour rester performant mentalement, lorsqu'on devient plus vieux, 60, 70 ans, 80 ans? Bonne question. Donc avec l'âge, la première des choses, c'est le cerveau, il a besoin, donc la neuroplasticité, on revient à la neuroplasticité qui est, donc la capacité de créer de nouvelles connexions, et ça tout au long de nos vies. Donc à tout âge, on peut continuer à créer des connexions, et en fait, notre cerveau, il peut être vieux même quand on est jeune. Parce que si on n'est pas quelqu'un qui travaille sa neuroplasticité, ben, on peut avoir un cerveau qui fonctionne en mode 80 ans alors qu'on est à 17. Tu vois, Mmh. c'est vraiment pas l'âge qui est le premier facteur. Bien sûr, avec l'âge, il y a des molécules, il y a des choses qui changent, mais pour moi, le premier facteur, c'est de quelle manière je travaille mon cerveau. Est-ce que je l'entraîne ou est-ce que je l'ai abandonné? Si je l'ai abandonné, je suis dans la dynamique normale. Bon, il n'était pas très fort de départ parce que je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Il va juste décliner avec l'âge et je vais perdre les ressources très rapidement. Et je vais rentrer dans des schémas de cristallisation de pensées négatives, répétitifs. Donc, quand je ne le travaille pas, de toute manière, il décline. Tu vois, Donc faut c'est s'entraîner, rigidité. le stimuler au quotidien? Beh, si tu veux, si on s'entraîne pas, le cerveau, c'est comme le corps. Si on s'entraîne pas, donc avec l'âge, comme il y a les molécules qui s'affaiblissent, comme on est moins dynamique, bah, les muscles, on les utilise moins, les sollicite moins. Bah, si on les sollicite moins, ils n'ont pas l'intérêt de travailler, donc ils disparaissent. Le cerveau, c'est de la même manière. Si je le travaille pas, si je le challenge pas pour qu'il crée de nouvelles connexions, mais il arrête. Tout ça, ça demande de l'énergie. Donc, si je mets pas ça en place, il y a pas il reste pas en forme. Et pour la neuroplasticité, ce qui nous aide à rester neuroplastique, c'est les nouvelles expériences, nouveaux apprentissages, nouvelles connexions aux autres. Tout ce qui est nouveau pour le cerveau, tout ce qui le challenge, qui le demande d'aller chercher des nouvelles compétences, comment se repositionner, qui le met un petit peu dans l'inconfort, tout ça, c'est ce qui le garde en forme. C'est vraiment salle de sport, tu as besoin d'un petit peu de résistance pour que tu restes en forme. Le cerveau, il a besoin d'un petit peu d'inconfort pour qu'il reste en forme aussi. Et si on est, et malheureusement, on est dans une société qui cherche vraiment à rigidifier les choses, à se dire: «Non, mais là, je suis bien», et on essaye de contrôler, de garder les choses. Donc tout ça, c'est pas les rythmes de la nature. La nature, c'est le mouvement constant, c'est le changement constant. Et
dès qu'on essaye de s'accrocher à des choses qu'on a crues ou bien des choses on s'est habitué, on les fait bien, on veut les faire de la même manière et bah, ça rigidifie la pensée. Et donc là, on perd la capacité d'utiliser toutes les ressources. Donc pour moi, constamment, il il faut se trouver des projets qui nous sortent légèrement de la zone de confort. Quand je dis légèrement, il y a des études cliniques qui étudient la question, c'est quoi le bon dosage? Parce que si tu veux, neuroplasticité, c'est bien. On parle beaucoup de sortant de la zone de confort et même là, je pense qu'il y a un film qui sort qui va se moquer du développement personnel à fond. Gourou avec Pierre Ninet. Exactement. Avec toute cette histoire de sortir de la zone de confort, parce que si tu veux, toute chose à l'extrême, ça crée des problèmes. Sortir trop de la zone de confort, ou trop longtemps, ou trop loin, ou sans aucun sens, ça nous amène au burn-out. Mhm. Donc, ne pas se challenger, rester dans la zone du confort et je fais tout ce que j'ai toujours fait, ça rigidifie ma pensée, ça m'amène vers la dépression. Sortir trop de la zone de confort, sortir à trop souvent ou ne pas se laisser le temps de récupérer et de réfléchir les choses, là, je suis dans le burn-out. Donc, dans les deux extrêmes, je suis pas, je torture mon cerveau, donc je suis pas dans la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est entre les deux. Et il y a des études cliniques qui sont intéressées. OK, c'est quoi le bon dosage de sortie de la zone de confort, le bon dosage d'échec, tu vois, parce que sortir de la zone de confort, ça sous-entend Bien sûr. on va faire des erreurs, on va échouer. Donc, c'est quoi le bon dosage? Et là, j'aime beaucoup cette étude qui nous donne un pourcentage. Donc là, ils ont fait sur des neurones artificiels. Ils ont, pour que ça soit plus précis, parce que chez l'homme, c'est difficile à analyser. Et ils sortent un chiffre de 15%. 15% de temps, il faut qu'on se retrouve dans des situations où on échoue. On fait des choses qu'on ne réussit pas. Mais vraiment, ça, c'est vraiment le fait de se pousser à avoir cet espace temporel de 15% de la journée, on va dire à 1 à 2 heures par jour, de faire des choses que j'ai jamais fait. Apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, aller s'intéresser à l'IA ou autre chose, ou questionner ChatGPT sur des questions que je connais pas ou d'autres manières d'amplifier sa connaissance. Il faut au moins 15% de neuroplasticité par jour pour rester en bonne forme. Si on est à 100%, tu vois, si on est en mode j'échoue tout ce que je fais, là, c'est pas bon. D'accord. Donc là, on va dans l'extrême du burn-out et de allez, je me force, mais c'est pas aligné avec la nature. Certainement, on peut aller au-delà de 15. Si tu veux, tout ce que la science sort, c'est des moyennes. Donc certainement, on n'est pas tous pareils. Là, ce matin, j'écoutais une conférence, ça m'a beaucoup plu parce qu'il disait, vous pouvez imaginer l'être humain comme des voitures. Il y a des 4x4, il y a des Ferrari, il y a comment on appelle ça, des Des SUV. 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 Il dit, il faut savoir quelle voiture on est. Et il n'y a pas de mauvaise voiture. Ferrari, c'est pas mieux qu'une 4x4. Tout a une utilisation. Tout est adapté à un terrain et donc, il faut connaître son véhicule pour savoir où sont nos extrêmes en nous et ajuster ces pourcentages. Tu vois que la science sort pour la moyenne donc pour la plupart des gens sont valables. Mais des fois, on peut être dans une catégorie un peu différente et donc ajuster. Moi, personnellement, je pense que je fais un peu plus que 15%, voire certainement, j'ai des projets. Des fois, je suis vraiment dans ma zone d'inconfort extrême. Pour compenser ça, il faut que le projet soit connecté à un sens très profond pour moi. Quand on a un sens profond, quand on est là, on se sent guidé par quelque chose qui a de l'ordre de la mission. On veut vraiment servir quelque chose de plus grand que nous et c'est devenu presque de l'ordre de la survie. Tellement on a envie d'aider l'humanité à obtenir telle chose, à apprendre telle chose. Quand on est connecté à cette énergie à l'intérieur de nous, ce sens, il donne l'énergie nécessaire pour qu'on fasse un stretching un peu plus grand en dehors du confort. D'accord. Alors, selon la science, comment doper son cerveau, comment être à son plein potentiel au jour le jour? Beaucoup, beaucoup de manières à faire ça. Moi, j'aime beaucoup parler de l'énergie, parce que notre cerveau, c'est l'organe le plus énergivore. 20% de 20% de l'énergie l'énergie. va pour le cerveau alors que c'est 2 kilos, il me semble, du corps. Tout petit organe, 20%, c'est 1/5 de toute l'énergie qui va nourrir le cerveau. C'est aussi le premier qui souffre quand on est en manque d'énergie. Il y a une magnifique étude faite chez les juges pour montrer que le système de justice n'est pas pareil en début de la journée, avant une pause, après une pause. En fonction du niveau d'énergie, les juges ne décident pas de la même manière. Donc la justice n'est pas juste tout au long de la journée, elle est humaine. Donc cette question d'énergie, elle est centrale quand on veut
performer bien, il faut que je m'assure que mon cerveau est dans le bon état d'énergie quand je veux produire le résultat. Je précise encore une fois, pas tout au long de la journée. Je suis pas en mode, énergie 1000% tout au long de la journée, sinon je pars en burn-out et j'ai pas besoin tout au long de la journée d'une énergie extrême. Au moment où je suis à la maison, je regarde un film, j'ai pas besoin d'être au taquet et plein d'énergie. Par contre, au moment où j'ai besoin de, je sais pas, sortir, parler, en public, faire une réunion de travail, passer un coup de fil important, me dépasser, dans ma performance sportive, à ce moment-là, il faut que je m'assure que mon cerveau, il est dans les bonnes conditions parce qu'il va falloir qu'il performe et pour mobiliser de l'énergie, différentes manières. On peut mobiliser de l'énergie physique. Souvent, on le fait quand on est dans des états de stress et qu'il faut dépasser les peurs, les stress, etc. Il faut mobiliser une quantité d'énergie supérieure à la peur pour qu'on puisse y aller et ne pas être bloqué par la peur. Donc, moi, souvent, je vais créer de l'énergie physique. Je vais déjà commencer à sauter sur place, à faire des gestes de réussite pour à faire croire à mon système qu'il me faut de la biochimie de la réussite. Donc, je vais commencer à faire yes. Je vais commencer aussi à rigoler ou à faire des gestes qui sont en lien avec la joie. Oui, Donc, parce qu'on peut mentir à son cerveau on peut en mentir à son recréant les cerveau mêmes, gestes, de réussite justement et il va y croire. et il va y croire. À condition qu'on ne doute pas, parce qu'on reste le chef. Donc, si moi, chef, je doute que mon cerveau va y croire, bah, c'est moi qui il va m'écouter, moi. Donc, si je dis non, mais tout ce truc-là, il va pas marcher, donc je suis la première à bloquer l'outil. Et moi, il m'a fallu du temps, parce que si tu veux, ces outils, je les voyais dans les séminaires du développement personnel, et je me disais, non, mais ce truc-là, non, il marche pas. Mais dès que je suis dans cet état-là, il marche pas, c'est normal, parce que c'est moi la chef. Si on n'y croit pas, Et un jour, je me suis dit: «Bah, tiens, peut-être et pourquoi pas? Et si ça marchait? Et si je m'autorisais à croire que ça pouvait marcher pour moi?» Et à partir du moment où la chef commence à lâcher prise sur le côté sérieux, non mais ça va pas marcher, les choses, ils marchent parce que c'est biochimique. On est un système. Si je mets un sourire sur mon visage, il y a des études qui montrent que ça, c'est super marrant. Tu mets un crayon, tu peux le tester, tu mets un crayon qui va créer un sourire, un faux sourire sur ton visage parce que tu vas être comme ça. Tu te mets à regarder un film, les études montrent que tu vas le trouver plus drôle que si tu le regardes sans le crayon. Tout simplement parce que ton cerveau, il avait un sourire, un faux sourire tout au long du film et du coup, il a trouvé le film plus drôle. Donc oui, on peut mentir à son cerveau pour lui faire produire ce qui est utile pour, ce qu'on veut faire. Donc à chaque fois, il faut quand même partir d'un objectif final. Donc toujours: «Qu'est-ce que je veux? C'est quoi l'objectif que je veux obtenir?» Et à partir de là, je mobilise l'énergie. Sinon, mobiliser de l'énergie pour l'énergie, ben, à un moment donné, tu vas même le chef du système va s'épuiser, va se dire: «Non, qu'est-ce que tu me fais faire?» Mais pour sortir sur scène, je fais toutes les approches comme ça de je mobilise de l'énergie physique, je peux mobiliser de l'énergie mentale. Il suffit de penser à des moments de joie, des souvenirs et donc si tu veux, mon mental, il est très travaillé parce que comme à plusieurs fois je l'ai sollicité pour aller trouver les bons souvenirs qui me rechargent, là, tu me dis, gratitude, je trouve tout de suite. Tu me Mmh, dis joie, je trouve d'accord tout de suite. Tu me dis victoire, je trouve tout de suite. et ça ne s'épuise pas? En fait, ça rajoute des nouveaux souvenirs. Plus tu fais les exercices l'effort d'aller les chercher, plus ces souvenirs sont disponibles pour ta mémoire vive et tu les remontes plus vite. Pour la plupart des gens, moi, un client qui vient en coaching, je démarre toujours par dis-moi tes réussites, de quoi tu es content depuis la dernière fois, ou bien si c'est la première session, c'est quoi c'est quoi tes qualités? Je peux demander des questions comme ça. Et les gens, ça les fait bugger. Leur cerveau n'a jamais pensé, dans cet axe-là. Mmh. Par contre, il a passé des heures et des mois et des années à réfléchir ce qui n'allait pas, ce qui n'aime pas, ce qui ne marche pas et tous les échecs. Donc avec le cerveau, là, il faut vraiment l'aider à remettre plus en mémoire vif et en surface ce qui nous fait du bien. Donc rafraîchir ses souvenirs, les noter s'il le faut. Moi, j'ai plein de cahiers dans lesquels au début, je les notais, j'avais vraiment besoin parce que si tu veux, le focus, ça glisse des fois. Moi, au début, j'avais besoin de garder le focus sur des choses qui sont énergisées, donc je les notais, je les relisais, je les visualisais. Mais une fois que le travail est là, avant une conférence, je repense à des moments forts, ça recharge en énergie. Donc tout est reconnecté, si tu veux, le cerveau a recablé des chemins qui sont des chemins de réussite, qui n'étaient pas là avant. Donc avant, tu me mets, il faut parler devant des gens, il y avait rien et je pouvais rien mobiliser. Donc quand tu es bloqué, quand tu es figé par la peur, tu que la peur. Tu rien d'autre. Donc là, avec tous les souvenirs,
l'énergie. Et puis, la connexion aux autres, c'est quand même une source d'énergie énorme. C'est, c'est tellement profond. On est des êtres si sociaux que profondément dans nos mécanismes cérébraux, la connexion à l'autre, euh, je ne vais pas rentrer en détail, mais elle est sauvegardée sur les mêmes schémas que la faim, la survie. Tu vois, elle est D'accord. aussi importante que Le lien la faim. social. Manger est aussi important que les relations, donc être social. Ça s'explique aussi parce qu'à l'époque, quand on vivait en communauté, tu te fais éjecter du groupe, tu es dans la nature sauvage, tu te fais manger par les animaux. Donc, ça a été tellement important pour nous qu'aujourd'hui, on a tous des schémas de connexion aux autres qui activent beaucoup d'énergie. C'est resté gravé dans nos gènes, j'imagine. Mhm. Et on le voit aussi dans les analyses en neurosciences, on voit des patterns qui s'activent dans le cerveau. Et aujourd'hui, si on cherche à mobiliser de l'énergie, des fois, juste aller discuter avec quelqu'un, rigoler avec quelqu'un, poser une question, ça va débloquer des ressources pour l'objectif qu'on a à faire. Donc il faut oser. Oui, oser, c'est un peu grand, un peu un mot qui arrive pas à aider le cerveau de s'imaginer quoi faire exactement. Euh, Première chose, je dirais, aller dans l'énergie physique, donc bien secouer le corps, le mettre en énergie, faire des gestes, le bouger, parce que sinon il est en mode baseline, tu vois, c'est l'énergie de base qui n'est pas très forte euh, naturellement. Donc on active l'énergie physique, on active l'énergie émotionnelle en allant sur des souvenirs émotionnels. On peut regarder une photo de quelqu'un qu'on aime, se rappeler un souvenir qui nous a touché. Donc ça, là, on active une énergie émotionnelle. Et je dirais l'énergie de la connexion aux autres. Donc, on part vers les autres et on cherche à faire bouger au niveau des relations, se connecter aux autres. Moi, des fois, si tu veux, quand je suis vraiment effrayée par sortir sur scène, parce que en fonction du nombre de personnes, des fois, tu peux avoir des peurs qui apparaissent qui n'étaient pas là avant. Et donc, tout de suite, je vais être en mode, OK, je discute avec qui, je connecte avec qui pour que, tu vois, je me mette en sécurité émotionnelle. Et à partir de là, ta peur, elle est plus bloquante. Tu vois. Tu parles de ça justement dans ton livre, lorsque tu vas interviewer pour la première fois Mhm. cette docteure. Tu peux raconter Tu peut-être? parles de Françoise Barré-Sinoussi, Absolument. professeur Françoise Barré-Sinoussi. Ah, waouh, c'est une belle expérience qui était un vrai dépassement de moi et un vrai combat avec moi-même. Je pense que nos plus grands combats sont les combats avec nous-mêmes. Hmm. Le plus difficile, c'était pas de lui demander l'interview. Le plus difficile, c'était de me demander, lui demander l'interview. Et l'idée est venue comme ça lors d'une conférence où c'est elle qui donne la conférence. Moi, je suis dans le public. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que pour moi, c'est une source d'inspiration, pas seulement au niveau scientifique. Elle excelle, c'est un prix Nobel pour la découverte du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Donc elle excelle scientifiquement parlant, mais elle excelle humainement parlant aussi. C'est une scientifique qui a une profonde motivation, qui fait ça, qui est guidée vraiment par un désir profond de contribution, d'aider l'humanité, notamment les personnes séropositives, à combattre le virus. Et donc, c'est une personnalité très, très inspirante pour moi. Et moi, ce jour-là, j'ai l'idée de l'interviewer. Mais si tu veux, je suis encore au stade où demander ma baguette, c'est difficile. Alors, demander un interview, sachant que j'ai jamais fait d'interview, je sais même pas ce que c'est de demander une interview. J'étais là, je me suis... J'ai l'idée, donc il y a cette partie de moi, et souvent, il y a ce combat interne, c'est entre deux parties de nous. Il y a la partie un peu sagesse de nous qui dit, ça serait vraiment bien que tu fasses ça, et tu sais que c'est juste pour toi, et c'est ça qui va te faire grandir. Et puis, il y a toujours la partie un peu survie de nous qui est en mode, non, non, mais j'ai jamais fait, non, mais ne va pas, n'y va pas. Et tu as l'impression que tu vas mourir si tu le fais. C'est ça. C'est une très bonne menteuse, cette partie de nous. C'est pour ça que ça vaut le coup d'apprendre à mentir contre cette partie-là, parce qu'elle ment très très bien. Et donc là, je suis figée et il y a cette partie de moi qui me dit non mais tu peux pas. C'est qui tu es pour demander ça? Et je suis littéralement bloquée et je tremble. Mais c'est corporel, la peur, elle m'a envahi de partout et je sais pas quoi faire et j'ai très envie de pouvoir le faire, mais à l'intérieur de moi, c'est figé et j'ai pas accès à mes ressources. Et donc, ce combat, ce dialogue interne qui dure plusieurs minutes, hein, tu vois, je suis peut-être à 5-10 minutes où je me parle comme ça. Et dans un premier temps, je me dis, ça, c'est une stratégie qui marche super bien, c'est de fixer un objectif à court terme. Tu vas te dire, OK, qu'est-ce qui est accessible pour toi? Je peux écrire les questions, ça, je peux faire. J'ai pas peur. Je peux écrire des questions, ça, OK. Et donc, je négocie avec moi, et ça, cette partie poreuse de moi, elle accepte. Donc, je me mets à écrire des questions au cas où. Je dis, tu vas peut-être pas demander, mais au cas où tu demandes, et des questions. Et donc, j'écris les questions. Et
une fois que je les ai finis, je suis de nouveau dans la même vague de peur, sauf que j'ai des questions. Et là, je me dis, il va falloir que je trouve une sortie de là. Il va falloir que j'arrive à sortir de moi pour que je puisse fonctionner, tu vois, et obtenir ce que je veux. Et donc, ce que j'ai trouvé de- 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 d'original à faire à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais parler avec la personne à côté de moi, déjà pour distraire, pour ne pas être dans mon narratif interne qui était très nocif. Déjà, c'est ça que ça fait, la connexion à l'autre, ça me permet de sortir de ce dialogue négatif. Je parle à la personne, et en plus de ça, je lui ai dit, je voulais parler avec Françoise Béressine aussi, à la fin de sa conférence. Et au moment où je dis, cette partie peureuse de moi, elle se dit, mince, pourquoi elle a fait ça? Plus le choix. Et voilà, à la fin de la conférence, c'est l'autre personne qui me dit, mais tu voulais pas aller parler avec Françoise? Je dis, ah oui, oui. Et donc, je me lève, j'aille la voir, et donc, je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous interviewer? Et donc, je lui explique que c'est dans le cadre d'une enquête que je fais pour savoir ce qui me permet aux gens de rester motivés et vraiment aller loin dans leur recherche. Et la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle tourne le dos. Elle tourne le dos. Et là, il y a une énorme deuxième peur qui apparaît en moi, c'est la peur d'urger. Et là, tu vois, il y a tout mon corps qui veut partir. Donc, je me dis, mince, j'ai franchi le premier pas, mais je vais foirer mon objectif si je pars maintenant, tu vois. Et là, du coup, j'agis au niveau physiologique. Je bloque mes pieds, j'ancre mes pieds, et je me dis, je dis au corps, tu vas nulle part, tu restes ici. J'ancre les pieds et je respire. C'est tout ce que j'ai fait. Et des fois, c'est ça qu'il faut faire quand on est figé par la peur. J'ancre les pieds, je respire. Et j'ai eu l'impression que ça a duré un siècle, alors que certainement ça a duré 1 minute, le temps qu'elle se retourne et qu'elle revient vers moi. Et donc elle se retourne et elle me dit, vas-y. Et on a fait l'interview directe. Magnifique. Je te dis, il y avait un avant, il y avait un après. C'est ça qui change notre identité. C'est de montrer à soi-même que des choses qui nous paraissent impossibles, c'est possible. Et c'est possible pour chacun de nous. Alors, une question personnelle, quelle est votre plus grande réussite? Vous la Hmm. posez, mais on vous Plus la pose grande pas. réussite. À chaque fois, sache que quand il y a une question très précise comme ça, là, le cerveau, il se dit, C'est ça. il y en a plein. La plus grande réussite, en fait, c'est peut-être celle-ci, celle que je viens de raconter. Parce que si tu veux, avant cette expérience, j'avais entendu les phrases «tout est possible». Je connaissais pas vraiment la neuroplasticité de la manière dont je la connais aujourd'hui, mais euh, je savais que c'est possible de travailler sur soi. J'avais vu des exemples de personnes externes. Donc, si tu veux, j'avais commencé à assouplir un peu ma pensée qui croyait que j'étais née timide et j'allais mourir timide. J'avais commencé à assouplir ma pensée, mais c'était pas suffisant. Le vrai changement d'identité se fait dans l'action. On peut apprendre à lire, entendre plein de choses, écrire plein de choses, réfléchir à plein de choses, mais le vrai changement arrive dans l'action. Et il faut au moins une première fois se prouver à soi que ce que je croyais impossible, c'est possible en fait. Parce que si tu te prouves ça, à un moment donné, tu commences à te dire, mais en fait, qu'est-ce qui n'est plus possible? Si j'ai pu faire ça, qui me paraissait, mais vraiment, pour moi, j'avais l'impression que j'allais mourir complètement. Et de pouvoir me rendre compte qu'il y avait un tel mensonge dans ma tête et que ça peut m'arriver encore de voir des mensonges comme ça. Donc, du coup, je dois apprendre à me détacher et y aller quand même. C'était vraiment la plus grande réussite sur moi-même, c'était celle-ci. Si- Très souvent, tu poses la question quelle est ta plus grande réussite, les gens ils réfléchissent à mode des résultats et certainement, là, c'est pas le plus grand des résultats si on réfléchit à mode des résultats. Mais pour moi, en termes de dépassement de moi-même, en termes de victoire, c'était la plus grande. Merci pour ce bel échange, Liana. Avec J'invite grand tout le monde plaisir. à lire ton livre, qui est super. Franchement, j'ai adoré. Il y a plein de cas pratiques qu'on peut faire tous les jours pour être plus créatif, pour être plus productif. Vraiment, je conseille à tout le monde et merci encore d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci à toi. Et vraiment, si j'ai un message de cœur pour tout le monde, c'est soyez curieux parce qu'il y a tellement à explorer à l'intérieur de chacun de nous et on a tellement à donner que ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup de dépasser nos peurs. Merci beaucoup. Merci.